Get Busy saison 4, épisode 5, l'épisode Mission tout crilon, avec une émission Wall Cars, avec celui qui a fait le plus de throw-up avec les canettes de bière qu'avec des bombes de peinture. Cher, comment ça va? Très bien, mais là. Et un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. Des trains propres, des murs d'un gris resplendissant, des métros aux affiches sur lesquelles quelques âmes taquines avaient dessiné une moustache, des lunettes ou noirci une dent. Une époque difficile à envisager, mais une époque qui a pourtant existé, le bon vieux temps. Un bon vieux temps que notre invité et quelques autres ont rayé des mémoires collectives quand ils sont arrivés un matin, pas encore par dizaines, par centaines, mais juste à 2 ou 3. Et ont commencé à écrire leur nom un peu partout, à tracer des lettres de plus en plus grandes et à y mettre de plus en plus de couleurs. Notre invité peut-il porter sa contribution à ce désastre comme une médaille? Certainement. Car avec Sign, Colt, Shoe, Delta, Boxer et surtout Bando, il a formé un crew de graffiti mélange de français, de hollandais et d'anglais qui allait définir le style européen, un style détaché du modèle US et pourtant capable de rivaliser. Référence ultime en matière de personnages au point qu'on en oublierait presque qu'il est pourtant un ébouriffant writer, membre des TCA, des CTK et des NTM, admire le CV. Notre invité fait partie de ces gens dont on n'a pas besoin de citer le nom de famille pour savoir de qui on parle, et ce, même si son nom de famille est un chiffre. Et même si tu le prononces en verlan, on sait toujours de qui on parle. Il y a ceux dont on ne peut pas prononcer le nom et il y a ceux dont on n'a pas besoin de prononcer le nom, tellement leurs œuvres les rendent identifiables. L'Ange de Chrome Mode2 est l'invité de Get Busy. Bonjour. Oui, c'est bon qu'on parle. Bonjour. Plus un thème depuis un moment, mais bref. Mais bonjour oui, quand même. Ouais. On a fait l'histoire. Oui. On l'a tous été un jour. Ok. Comme 156, quoi. Exactement. Ouais. Moi, je voulais qu'on revienne au tout début de Mode2, c'est-à-dire avant même qu'on te connaisse par le graffiti, ton parcours personnel, ton arrivée de l'île Maurice à Londres, en Angleterre, cette partie de ta vie pré-hip-hop, pré-graffiti, quoi. Je suis né en 67 à l'île Maurice, quand c'était encore une colonie britannique. Et c'est pas quoi, 2 mois après que Che Guevara se fasse liquider en Bolivie. Bref, ça c'est une autre histoire. Et j'ai qu'il y a une relation de cause à effet? Non, genre c'est juste 2 ans avant que l'homme atterrisse sur la Lune. Moi j'aime bien demander aux gens quelle année ils sont nés au lieu de leur âge, parce que comme ça on peut voir ce qui se passe pendant leur parcours. Mes parents, mon père est parti en Angleterre en 73, ma mère en 75 et nous les enfants en 76. Et je suis arrivé à Londres, je crois que c'était juin ou juillet 76, quand le punk décollait d'un côté et de l'autre côté, mais personne ne nous avait dit, c'est pas éparpillé par le divisé pour mieux, régner des Anglais dans toutes les colonies, que les Jamaïcains, c'était des Noirs. Donc moi, on atterrit dans le sud-est de Londres, à Lewisham, mais il y a un paquet de Renois, quoi. Donc en fait, et le dub, c'était la toile de fond sonore à cette époque-là, quoi. Et donc on est arrivé je crois que c'était juillet, et notre mère nous a mis à regarder le maximum de télé, écouter le maximum de radio et des bandes dessinées, tout ça, parce qu'on commençait l'école, la rentrée en septembre. Donc, il fallait qu'on apprenne un meilleur anglais de ce qui nous avait été enseigné à l'île Maurice. Mais comment ça? Mais l'île Maurice, c'est un truc qui me reste, c'est jusqu'à l'âge de 8 ans. J'y étais et ça reste un peu une partie comme ça de mon passé dans lequel je pioche comme ça, quoi. Mais ça a changé vachement depuis que moi je suis parti. Comment ça? Donc l'Angleterre, j'ai fait ma scolarisation là-bas, un peu élève modèle sympa, machin. Ce n'est pas que j'aime l'autorité, j'aime bien quand les choses fonctionnent et roulent. Mais ça ne m'empêchait pas de m'affirmer qui je suis moi-même. Donc de 76 à 79, école primaire, école secondaire 79, avec l'arrivée de Maggie Thatcher la même année, et on voit la société qui commence à changer grave depuis cette époque-là, et on n'en est pas encore sorti de ça, quoi, parce qu'il y a Reagan qui arrive l'année suivante, quoi. Mais à Londres, à cette époque-là, et en Angleterre, il reste quand même des côtés un peu qui résistent contre ça, et dans la culture britannique, à ce niveau-là, c'était assez enrichissante, quoi. C'est une île qui était le cœur d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait pas, donc il y avait vraiment des influences de partout.
Et un peu comme les Japonais qui peuvent être plus rock'n'roll ou plus salsa ou plus tout ça, genre les Britanniques, quand ils se mettaient à quelque chose, ils y allaient à fond, quoi. Donc on n'avait pas ce problème. Ici, quand je vois la fête de la musique, une fois par an, on a le droit d'avoir de la musique dans la rue. Mais pas toujours pour le meilleur. À Londres, c'est pas genre... les magasins d'instruments de disques, il y en a où il y en avait autant que des garages pour les réparations de voitures, quoi. Donc voilà. Quand toi, tu arrives de l'île Maurice, enfant en Angleterre, c'est un choc culturel pour toi ou tout de suite, tu te laisses emporter par justement toute cette effervescence, ça se fait naturellement pour toi? C'est un choc culturel parce que moi, je viens d'une île dont on peut faire le tour en genre une journée. Et la maison de notre grand-mère maternelle au bord de mer n'avait pas d'électricité. Latrine dehors, des choses comme ça. Donc quand on était là-bas, c'est pas genre on se réveillait avec le bruit des chèvres et des boucs du voisin qui se frottaient contre la maison, qui était un mélange de bois et de chaux, quoi. Genre, donc de passer de ça en ville, c'était une autre ambiance, mais quand même on est bien loin du sud-est de Londres, quoi. Genre, et d'une ville dense, c'est pas quoi, peut-être une fois, 2 fois par mois, les voisins de la rue parallèle de Mount Pleasant Road, presque en face, des Jamaïcains qui tenaient des blues parties. Donc on voit les images clichés de camions qui arrivent avec des énormes baffes qui sont descendus, qui sont mis dans les mêmes maisons. Tous les meubles sont mis à l'étage. Et c'était ça, genre 1-2 fois par mois, quoi, avec les vitres qui vibraient avec le son. Mais c'était comme, ouais, genre on se dit, c'est normal, c'est comme ça. Et j'ai une attirance instinctive ou quelque part pour ce qui est à l'opposé de moi et tout ce qu'il y a entre moi et cette opposition, genre. Et donc tout ça, moi, genre comme une éponge, j'ai imbibé, quoi, j'ai absorbé, donc. Tu passes de cette époque, donc la fin des années 70, donc tu dis que tu as toute l'influence de la musique jamaïcaine avec la population qui t'entoure, et c'est aussi l'époque du punk, j'allais venir. Manteau et enclume. Comment tu abordes le hip-hop quand les premiers disques, tout ça arrive, quand cette musique arrive? On avait entendu, c'est pas Rapper's Delight, des choses comme ça, mais comment ça c'était? Il y avait la grande époque disco. Tout ça, mais c'est pas moi, je kiffais autant Kate Bush que ça, quoi. Donc ce que les gars trouvaient un peu bizarre. On voyait la disco, j'étais plutôt dans le punk, le new wave, les choses comme ça. Parce que pour la musique jamaïcaine, genre, t'avais pas à chercher. Genre, ils avaient les booming systems avant les booming systems d'LL Cool J, quoi, avec les baffes dans les voitures que t'entendais, mais à des centaines de mètres, quoi, genre, et jusqu'à que ça arrive, et il y a le sol qui tremble presque. Mais tout ça, moi, genre, c'était juste ce qui nous entourait. Mais il y a eu des moments comme il y a eu la guerre des étoiles 77 sorti, donc ça a été un gros truc marquant. Moi, j'étais aussi à fond dans les comics 2000 AD, donc c'est hebdomadaire comme bande dessinée. Donc mais de temps en temps, on commence en 78, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, version dessin animé de Ralph Bakshi, qui est sorti. Et il y avait le copain de mon frère aîné, Michael Sullivan, qui nous avait lancé à fond, un peu genre, ouais, t'as vu ça. Et là, on est parti un peu dans ce délire-là. On est parti dans Donjons et Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, genre jeu de rôle, comment ça, science-fiction aussi. Tout ça, c'est quand même des trucs très très geeks, hein. Tu vois, le Donjons et Dragons, quand t'es là-dedans, c'est pas je fais une partie à l'occasion, c'est souvent j'y suis à fond pendant des heures, des heures. On organisait des parties le week-end où c'est soit Mick ou soit moi qui allait être Dungeon Master, donc il faut que tu prépares tout le scénario, genre
l'endroit où ça va se passer. Donc tu dessines, genre si c'est le paysage, le château, genre le plan des sous-sols, tout ça sur papier millimétré, et tu as ton écran. Et de l'autre côté, il y a les 3, 4, 5 joueurs, et c'est toi qui dois décrire ce qu'ils voient autour d'eux avec leur torche, leur lampe, tout ça à la main. Tu le dessinais déjà tout ça, toi, quand tu étais maître de jeu? Je dessinais, j'en faisais des genres de comptes rendus où je dessinais, mais nous apprenions à l'époque à tout décrire avec des mots. Donc c'était incroyable à quel point. Mais à l'île Maurice, tu prends 2 bâtons, tu les fais comme ça et tu penses que c'est un avion, quoi. Et toi-même, dans ta tête, tu vas projeter le bruit de l'avion que tu as entendu ou que tu as peut-être vu quand on avait eu les premières télés noir et blanc à l'époque. Tout ça, quoi, chez mes parents et après chez les parents de mon père. Mais je me rappelle, dans une session de Donjons et Dragons, il y avait un gars avec qui on s'était branché parce qu'il y avait un magazine mensuel qui s'appelait White Dwarf. Et derrière, il y a les annonces où tu peux dire, ouais, s'il y a des gens dans ce quartier, dans ce coin de Londres qui sont des role-playing games, des gamers, ils appellent et mon pote mec, il avait son numéro de téléphone et donc on rencontrait d'autres pauvres gens comme nous, quoi, qui venaient et qui avaient leur personnage où ils ont dû tricher parce que leur force, leur intelligence, tout ça, c'était des trucs en démesure. Et parfois, on montait des coups, on savait qu'on allait liquider le personnage de quelqu'un qu'on n'aimait pas, quoi. Mais il y avait un des gars, Jonathan, j'ai oublié son nom, qui avait ramené, je m'appelle Johnson Crew. Attends, il faut que tu écoutes ça, il faut que tu écoutes ça. Donc, à côté de Rapper's Delight, des trucs un peu bateaux, mais on avait déjà eu, je crois, Buffalo Girls qui est sorti après Hey You, The Rocksteady Crew. Mais Johnson Crew, tout ça, c'était un peu plus Space Cowboys et il fallait chercher. Fallait chercher, quoi. Donc là, on commençait à être conscient qu'il y avait autre chose aussi. Mais comme le lien je t'ai filé, Welcome Back Kotter, le sitcom des années 70, là, dans ça, on voit les graffitis. Mais moi, je pensais que c'était des gars plus âgés qui faisaient ça. Je ne savais pas que c'était des teenagers qui faisaient ça, quoi. Donc, à New York, je pensais que c'était un truc de vieux hippies, tout ça, parce qu'il y avait des couleurs qui claquaient, quoi. Donc, et c'est là où on sent qu'il y a autre chose quand même qui commence à rentrer dans le mix, quoi. Et après, la claque, ça a été Dondi dans Buffalo Girls, quand il est en train de faire les contours. Et là, c'est quand on voit qu'il y a la main qui ne touche pas le mur, mais il y a le trait qui suit exactement les lettres. Là, c'est un peu la révélation. C'est à partir de ce moment-là que tu comprends un peu la culture hip-hop dans sa globalité et que déjà ton expérience du dessin avec les comics et tout ça, tu vois une façon de la transposer autrement avec le graffiti? En fin 83, à l'automne de 83, avec notre mère, mon frère, pas l'aîné, donc c'est le cadet, et moi, elle nous avait emmenés à Covent Garden ou dans le centre de Londres faire des courses pour l'école. Et donc, on est passé par Covent Garden et là, on a vu un crew de gars qui dansaient, quoi. Donc, il y avait MC Duke qui faisait partie de ce crew-là à l'époque, et Scribla, avec qui que j'allais rencontrer plus tard, un blanc de Beckenham, quartier assez conservateur, assez calme, qui faisait du popping, quoi. Et c'est là où moi, je commence à me rendre compte qu'il y a un peu plus, quoi. Mais Buffalo Girls, ça restait quand même toujours, c'est ce truc de là-bas. Avec mon frère, nous peignions des figurines de plomb. On avait gagné, on était 3e place du concours national au Westminster Halls en 82 et en 83 on avait eu 1re place, quoi. Peint des figurines de plomb, à les mettre dans
dioramas qu'on montait nous-mêmes. On fabriquait les pierres, on mettait de la mousse qu'on trouvait sur la maison, sur les briques qu'on mettait dessus, et on était là avec nos trucs, on aspergeait pour avoir la vraie végétation sur le truc. Mais on était à fond dans les choses comme ça. Donc, et c'est assez fascinant comme monde. C'était encore plus fascinant de voir qu'on gagne première place. Et tu es dans un grand... C'est Westminster City Hall, et il y a presque que des blancs, quoi. Et ils voient ces deux gamins... Renois qui arrivent pour prendre le prix, quoi. Eux, ça a dû leur faire un choc aussi dans leur tête, mais c'est l'année suivante là qu'il y a un article on avait vu MC Duke et son crew danser, et le printemps de l'année suivante, Sound, il y a un magazine qui s'appelle Sound, et il y avait encore des gars de Covent Garden, genre en couverture, avec comment est-ce que vous appelez, vous, les coupe-vents, genre Kawaii. postes, les kawaii, les postes, tout ça. Parce que pour replacer un peu, si on veut, par rapport à l'histoire du hip-hop anglais, Covent Garden, c'est un peu le Trocadéro à Paris. Comme je n'ai pas connu le Trocadéro, je ne peux pas comparer. Il y a une espèce de parallèle entre les deux, quoi. En fait. Mais sauf que Covent Garden, ça serait léal. Parce que c'est vraiment le centre. Central, ouais. C'est vraiment central. Donc ça veut dire que c'est à mi-chemin pour tout le monde. C'est là où on tombe sur un autre monde, quoi. Genre au printemps de 84. J'étais censé en train de faire les révisions pour les examens de fin d'études, et en fait, je suis tombé là-dedans, quoi. Tu dessines déjà beaucoup à cette époque-là? Je dessine depuis que je suis petit à l'île Maurice, c'est pas après, il y a eu les comics, tout ça. Et après, quand on voit que je ne vais pas apprendre à danser comme ils dansent, c'est pas... Je me gesticule dans tous les sens, mais je ne vais pas... C'est pas le break, c'est à des années-lumière de moi. Genre, le popping, c'est intéressant, tout ça, quoi, mais comme je sais dessiner... Et les mecs, ils voient ça, genre les mecs, ils voulaient avoir des trucs sur leur kawaii, des choses. Donc, moi, je peignais avec les peintures avec lesquelles nous peignons des maquettes. Genre, donc c'est la peinture à l'émail de Humbrol, genre les petits trucs, là. Et c'est avec ça que je leur faisais des trucs sur leur kawaii qui me filaient, que j'emmenais à la maison. Mais mon premier job, c'était peindre des figurines en plomb pour les vendre dans un magasin de gamers quand j'avais 13 ans, quoi. Donc, on était vraiment à fond... passionné pour ça, quoi. Donc là, on comprend un peu d'où viennent aussi mes influences pour les personnages qui vont venir après dans ce que je peignais, quoi. Je te propose, on va juste faire une pause parce qu'il en faut quand même. Et on va justement regarder le clip dont tu parlais de Malcolm McLaren. Donc tu parlais de tes influences qui t'ont amené un peu au personnage avec les comics, avec les figurines et tout ça. Et c'est vrai qu'on te catalogue beaucoup comme un dessinateur, comme un graffeur de personnages. Mais quand on avait fait l'émission avec Bando, il lui disait que lui, il trouvait même que tu étais meilleur en lettres que lui. Alors que dans l'imaginaire des gens, Bando, c'était les lettres, Motu, c'était les personnages. Et pour lui, il me disait qu'il était beaucoup plus impressionné par tes lettrages que par les siens, quoi. C'est bizarre, on n'arrête pas de se comment ça, envoyer la balle, des fleurs comme ça. Bando, le truc, c'est que je ne sais pas si ça a un rapport avec ses influences de jazz, de choses comme ça, mais il cherche les équilibres difficiles, en fait. Et genre il va vraiment genre au bord du truc, moi, c'est mon premier graffiti, le Shock Shack, que j'avais fait à Covent Garden, les premiers contours au marqueur qui passent à travers la couleur de peinture, de voiture, là, genre de carplan, avec plein de flèches dans tous les sens, machin. Ça, c'était août 84, quoi, ou juillet ou août 84. Et il y avait une nana qui était venue de New York. Elle m'a dit « Oh, your shit is whack !» Et moi qui pensais que j'avais le truc incroyable et tout. Et cette nana, en fait, elle connaissait
le spank qu'il y a sur le Subway Art. Il y a un SPANK, genre en chrome. Et elle dit, ouais, moi, mon copain machin, il fait mieux ça, nanana. Et genre j'étais dégoûté, quoi. Mais il y a un moment où on se dit, OK, on peut essayer de s'influencer de New York, mais on ne grandit pas là-bas, on n'a pas grandi là-bas et on ne va pas pouvoir. Et donc, à un moment, il faut savoir comment développer son propre style. Et mais j'ai rencontré Scribla, qui habitait pas loin de moi, un petit peu plus loin, et lui aussi, il dessinait super bien, genre il faisait des caricatures des gens, des choses comme ça, mais il n'était pas trop dans l'imaginaire comme moi avec les personnages, les trucs comics, quoi. Mais on a avancé, on a évolué ensemble. Et après, on a rencontré Zaki, Eskimo et Xerox, qui étaient les Trailblazers à l'époque. Là, c'est fin de l'été de 84. Il y a un moment, je crois que c'est le 9 septembre de 84, où nous peignons tous dans un jam sur le South Bank, où il y a 3D de Massive Attack qui vient, qui peint d'un côté. Pride, il peint d'un côté, il n'était pas encore avec nous. Et Danny Francis, le danseur, Scribla et moi d'un côté, et Zaki, Eskimo et Xerox, qui après il avait fait Naturally, c'était le nom du single. Naturally, donc, mais quand on connaissait qu'il y avait Pride à Wembley, dans un quartier complètement diamétriquement opposé, et on se disait, ouais, ce gars-là, il est trop fort et tout. Genre, en fait, on cherchait les plus forts que nous. Bando était venu à Londres, je crois, avec Colt et peut-être avec Scam, faire un tour pour chercher qui il allait défier. Mais on ne s'est pas rencontrés. Mais je crois qu'ils ont rencontré Zaki, ils avaient laissé un numéro de téléphone. Et le printemps suivant, en 85, là, c'est Scribla qui l'a appelé. Il est venu et on s'est rencontrés. Et ça a été un peu coup de foudre au niveau de lettrage, quoi. Genre, moi, je pense que lui, il est tellement plus fort que nous, et lui, il pense que nous, on est plus fort que lui. Donc, voilà, quoi. Cette époque que tu parles, avant même que Bando arrive, les Chrome Angels existent déjà? Juste avant, parce que on se rejoint à Zaki et Eskimo et à Xerox pour les Trailblazers, donc c'est pour ça qu'il y a une pièce Devious TBs je crois que c'est dans Spray Can Art, et ça continue jusqu'au printemps de 85, quand il y a The Rap Attack. Il y a un gros truc qui se fait au Shore Theatre avec Red Alert, Lisa Lee, Brim, tout ça, genre au printemps de 85. Et il y a DJ Cosmic Jam qui est décédé. Ça, c'est pas les UK Fresh, ça, c'est autre chose. Non, okay. Ça c'est avant. UK Fresh, le premier, c'est printemps de 86. Et au Shore Theatre, c'est là où... Red Alert, c'est un DJ de radio, ce n'est pas vraiment genre le plus grand scratch DJ au monde, mais qu'un des nôtres, genre le mettre à l'amende techniquement, on était bien fiers comme insulaire britannique, quoi. Bref. Comment ça circulait les infos, parce que entre Bando et toi, enfin lui était en France, toi t'étais en Angleterre, comment elles circulaient les infos de savoir qu'à Paris il y avait des mecs qui avaient déjà un style très développé, comment eux ont entendu qu'à Londres il y avait un style aussi très développé? Je pense que on se pense peut-être qu'ils pensaient il doit bien y avoir des gars quelque part qui se la donnent et ils se sont déplacés, je ne sais pas, genre il va falloir lui demander pourquoi ils sont venus à Londres en fait, mais moi quand je suis venu à Paris dimanche 26 mai 85. Ouais, c'est Aki qui m'avait ouvert la porte. Ouais, ils sont quelque part, machin. Et donc, il y a Scam, Red, Colt, Stéphane et Bando qui reviennent. C'était à l'époque où ils avaient le 3D, Hitachi 3D Super Woofer, là, le petit, et c'était King Cut de DJ Cheese and Word of Mouth qui tournait en permanence.
genre, c'est là où j'ai découvert la scène parisienne, quoi. Parce ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu toujours des rivalités dans le graffiti, plutôt à se taper dessus. Ah. Et vous décidez plutôt d'être en rivalité, de faire un super crew pour être encore meilleur que tout le monde. Je suis né en 67, donc c'est pas, je suis pas un teenager, quoi, genre pas teeny, mais j'étais assez mûr déjà à une certaine époque. Mais Scribbler, Zaki et Pride, ils sont tous plus âgés que moi. Et donc on n'était pas trop dans ce... Nous cherchions en fait qui sont mieux que nous et est-ce que ça les intéresse de se joindre à nous et ensemble on avance. Et c'était vraiment c'est une question d'âge, parce que quand tu regardes les États-Unis, les Carrés qui sont encore plus âgés que vous, Tiki, il est encore capable de se foutre sur la gueule à 50 ans avec des mecs, tu vois. Donc je sais pas si c'est vraiment une question d'âge, c'est peut-être une question d'état d'esprit plutôt que d'âge à tout prix, quoi. De mentalité ou de je sais pas, j'ai l'impression disons que quand Futura était venu pour le groupe show qu'on avait fait chez Agnès B en 95 pour Stripped, et d'un coup, je n'avais plus peur de vieillir au sens des années qui passent, parce que je voyais quelqu'un qui était encore quelque part aussi jeune et moins cramé que des gamins de 17 ans qui pensaient déjà tout savoir. Et, il faut savoir que quelque part, est-ce qu'on aime cette culture et est-ce qu'on garde cette passion et cette fascination pour ce que nous faisons, ou est-ce qu'on s'aime nous-mêmes un peu plus et on utilise la culture pour en faire valoir, quoi, comme un accessoire pour se mettre en avant par rapport à d'autres. Et est-ce qu'on voit tout dans un sens c'est bien pour un truc français, c'est bien pour... Non, c'est pas genre, moi je vois ça humainement, universellement. Je sais qu'on ne va pas reproduire... et au niveau crise d'identité, j'étais conscient qu'on n'allait pas reproduire New York ou des choses comme ça. Parce qu'il y avait tellement de gars qui taguaient, qui peignaient pendant des années, pendant tellement une longue période, et c'est eux qui ont inventé la chose. Tu peux pas rivaliser avec ça, quoi. Mais lui, il se demandait comment Bando était venu en Angleterre et tout ça. Après, moi, la vraie question que je me pose, vu que les Chrome Angels existaient en Angleterre, qu'il y avait tout... On peut même dire que les des années 80, ça bougeait peut-être plus en Angleterre qu'à Paris, peut-être. Enfin, c'est l'impression que ça pouvait donner. Nous, quand on voulait les sapes ou les disques, on allait à Londres avant de pouvoir aller à Londres. Et pourquoi, toi, tu décides de venir, en fait, à Paris ? Le truc, c'est qu'on n'avait pas... Pourquoi tu viens et pourquoi tu restes ? C'est ça aussi, quoi. Nous n'avions pas trop de rivaux en style. Parce qu'en fait, on avait concentré ce que nous pensons être les meilleurs. Et entre nous, nous étions assez mûrs pour que chacun arrive à préserver sa propre personnalité à travers de ce qu'il fait, tout en s'inspirant des autres. Et là, tu as une alchimie imbattable, quoi. Donc, on avait du mal à trouver. Donc, moi, arrivant ici, pour tomber sur les BBC, sur Loki, sur des choses comme ça, c'était de l'air frais, quoi. Parce qu'à Londres, c'était un peu fermé. Donc ça va comme ça de 85, 86. Et à un moment, à travers Vincent Cassel, qui était pote avec Christophe Bernard, qui connaissait Pierre Buffin, qui allait lancer une compagnie, qui allait faire une boîte, qui allait faire de l'image de synthèse, qui à la finale c'est devenu Buff Company, la Cité des Enfants Perdus, tout ça, Fight Club, Buff Company, c'était le truc énorme. Pierre Buffin cherchait quelqu'un qui s'est dessiné pour marier lui ses connaissances avec une équipe de codeurs, quoi, genre un CAO. Et avec moi qui allait ramener. Donc, ça faisait quelques mois qu'il tannait Vincent, qui tannait Bando, qui tannait... il vient quand et là, c'était donc à la finale, mardi 24 mars 87. Donc, okay. J'ai pris le train, j'ai pris des gros sacs, je suis venu à Paris. Et je suis venu m'installer. On a peint les escaliers. Ici, il en reste un morceau. À cette époque-là. Et juste après, on découvre... on découvre le Globo, qui commençait un petit peu après cette époque-là, le Domingo les dimanches après-midi aussi, toutes ces choses-là, c'était...
moi, j'étais venu pour bosser, mais le problème, c'est l'image de synthèse en 1987. Tu veux dire que tu as trouvé plus d'énergie en France qu'à Londres? Bon, le truc, c'est que genre, les années Thatcher, c'était assez dur, quoi. Mais moi, j'allais où il y avait de l'inspiration. Genre, Scribla, Zaki et Pride sont repartis finir leurs études genre en école d'art. Covent Garden, ce n'était plus trop ce que c'était avant. Mais ça venait franchement un coin super intense pour les writers. Mais l'effervescence, la danse, tout ça, 84, 85, comme ici, ça a commencé à sombrer, quoi, où ça s'est évaporé. Et Londres, c'est là où Londres, ça a pris une ampleur assez incroyable au niveau writing aussi, quoi. Tu les évoquais tout à l'heure très vite fait, les BBC, qui étaient l'autre gros crew qu'il y avait sur Paris. Ça se passait comment? Est-ce qu'on pouvait parler d'une rivalité entre vous, même si rivalité, bien sûr. Mais simplement artistique, ou on avait passé encore à un niveau? Non, c'est artistique. C'est pas moi, je n'étais pas trop aller chercher l'embrouille. C'est pas genre si t'as un truc à faire, genre tu le montres à travers ce que tu fais, quoi. Les défis ou les conflits qui étaient plutôt au niveau des skills, quoi, au niveau genre qui va mettre qui à l'amende en danse, en musique, en rap, tout ça, ça sombrait par la suite, quoi. Certes, il y a la musique qui continue à évoluer, même organiquement, mais quand tu entends Schoolly D, tout ça, tu sais que l'ambiance aux US est en train de changer, quoi. C'est plus trop party, machin sympa, quoi. Ice-T, il passe du Ice-T qu'il y avait dans ce que vous appelez Break Street ici, à Gangsta aussi, quoi. Mais je crois que tous citent Schoolly D comme Ice-T lui-même, il dit que en fait, il dit que Six in the Morning, c'était inspiré de PSK. Ouais. Mais moi, idéaliste peut-être, comme je suis, même si c'est tempéré avec du réalisme, je nous considérais, quand j'ai vu cette effervescence à Londres, où là, nous avons des personnes qui viennent d'origines tellement différentes, qui se retrouvent à pratiquer ces disciplines expressives, artistiques, qui se côtoient, qui s'enchevêtrent, qui s'inspirent les unes les autres. Je ne connais pas d'autres mouvements culturels qui ont eu ça. Et surtout, non anti-institutionnel et anti-académique, quoi. Donc, on fait tout nous-mêmes avec ce qu'on a sous les mains, ou sinon, on vole, on machin, mais on n'attendait rien de qui que ce soit pour faire ce qui nous faisait kiffer, quoi. Excuse-moi, on parlait de l'axe Londres-Paris, mais il y a aussi un deuxième axe qui est l'axe Paris-Hollande, Amsterdam peut-être, avec Chou. Mais ça vient avec cette rencontre de 85, mais nous n'étions pas au courant c'était vraiment Londres-Paris, le terrain de Stalingrad, et le terrain de Stalingrad-La Chapelle. Ça a commencé à avoir une réputation qui commençait à s'exporter. Je me demande si c'est la culture de la bande dessinée en France, un peu tout ça. C'est pas quand on descendait au hall à l'époque en bas à la Fnac, et j'aurais tous les couloirs, c'était que des gamins et des gamines assises avec des bandes dessinées en train de... il n'y a pas ça à Londres. Ça marchait dans les supermarchés, ça aussi. À Londres, certes, il y a les instruments de musique, tout ça, mais où les morceaux sortaient à la radio avant en Angleterre et quelques mois après, en France. Ça, nous remarquions ça depuis des années déjà, parce qu'on a des cousins et cousines en France. Mais Amsterdam, c'est cette rencontre au hasard avec Chou, qui avait peint sur les quais de Seine juillet 85, parce que moi j'étais aussi revenu pour Faites Efforts, qui est le 13 juillet 85, parce que c'est le même jour que Live Aid à Wembley pour l'Éthiopie, tout ça, c'est le même jour. Donc avec Bando, on a peint Faites Efforts. Enfin, d'Aubervilliers.
Oui. Et la nuit, en fin de soirée, on est au bain à l'époque où les bains, ça valait quelque chose. Genre, parce qu'au bain, tu croisais Tanino Liberatore ou Herbie Hancock, genre en bas au sous-sol, quoi. Et c'était donc, là, j'ai la chair de poule, rien qu'à y penser. Il y avait Coatimundi de Kid Creole and the Coconuts qui était en train de faire des trucs, des phases sur la piste de danse. C'était vraiment un autre monde, à cette époque-là, quoi. Mais donc, on a peint le Voluntary Defacing of Public Property, le truc en chrome et marron, style chrome doré, là, en dessous du musée d'Orsay, ou un petit peu à gauche. Mais on a vu qu'il y avait des noms de l'autre côté de la scène que ce ne sont pas des noms parisiens, quoi. Chou, Yann et Jazz. Et donc on est descendu, on a dit ça date d'hier soir, donc on les a attendus, quoi. Et nous étions, il y avait tous les TCA plus bandeau, machin, et il y a les 3 gars qui se ramènent, mais à cette époque-là, c'était juste la fascination de rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Et surtout si les gars cartonnaient, quoi. Et là, il y a Chou qui avait son book, on regarde dedans. Là, c'est encore une autre claque, mais nous n'étions pas au courant que Chou, il avait été initié à ça par Dondi, quoi. Donc là, on est dans... Qui est la référence de Bando aussi. Sauf que avec Dondi faisait plus de sauts aux Pays-Bas qu'en France, quoi. Donc là, mais j'ai un tag de lui et Fab Freddy sur boulevard Sébastopol que j'avais pris dans une entrée d'immeuble, Uni-Wide, que j'avais pris en photo. Et là, donc, Bando, il voit aussi, il y a un autre pôle, donc on est attiré par les styles des autres et il y a cet esprit de partage. Donc lui, il commence à faire des sauts à Amsterdam, et ce qui est intéressant avec Amsterdam, c'est que le Pays-Bas, c'est un petit pays, mais qui est très novateur dans plein de domaines, quoi. Et je me demande si c'est leur éducation qui est comme ça, parce que même dans ils ont des traditions de... les Néerlandais, à l'époque, avec le bois qui venait de la Russie, fabriquaient les meilleurs navires dans les années 1400, 1500. Je crois que c'était les meilleurs constructeurs de navires, les meilleurs chantiers navals, c'était les Hollandais. Mais aussi... dans l'art, ils traitent l'art un peu comme l'ébénisterie. C'est OK, toi, tu as un talent d'observateur et tu as aussi un talent de pouvoir le traduire et que ça descende ton bras, le truc. Donc, ils démystifient, quoi. Ce n'est pas... C'est de l'art, tu ne comprendras pas, c'est un truc machin, ce titre-là. Et ils ont une manière comme ça très direct de pouvoir voir à travers le blabla et capter qui sont des gens qui ont du potentiel, du talent, et les ramener ensemble pour les... Donc, il y a toutes les écoles des Dutch Fine Painters, les Van Eyck, Van Meer, tout ça, là, il y a des peintures, on dirait de la photo, quoi, sauf que ça date de 1600, quoi. Donc, à ce niveau-là, les Hollandais, ils ont toujours été forts. Et Amsterdam, pour une si petite ville, il y avait une diversité de styles qui partait dans tous les sens. Mais là, peut-être ça a aussi un rapport avec les premiers shows des New-Yorkais qui avaient ramené par Jackie Conblit, des choses comme ça à l'époque, quoi, ou les trucs de Groningen, tout ça, au début des années 80, où les New-Yorkais sont venus aux Pays-Bas. Donc, voilà. Comment on arrive à la création de CTK? Et donc, il y a Bando, toi, Chou. Il y a aussi Boxer, Muck. Ça, c'est plus loin, ouais. Qui étaient plus, entre guillemets, des taggers que des graffeurs, enfin, que des maîtres du style. CTK, c'est une fusion de TCA et Bomb Squad 2, qui était le crew de Bando, quand nous l'avions rencontré. Et il voulait faire un nouveau crew et qui allait être basé sur si tu étais vraiment fort en style, quoi. Mais il avait pris Boxer parce que lui, il avait une camionnette. Mais ça, c'est genre CTK, on est en 85. Boxer, c'est fin 86, début 87, un truc comme ça. Mais à la base, c'était vraiment cet axe long de Paris, Amsterdam.
Et en gros, Chou, Bando et à moi, quoi. Si on parle de ce qui est du style, quoi. C'était là aussi ce partage, le style de Bando, il commence à s'exporter. Chou, il en est inspiré, même si Chou, c'était un tueur en lettres. Et ça commence à s'exporter, là, aux quatre coins de l'Europe, où on se dit que Bando, c'est le parrain du style européen, quoi. Mais une fois de plus, c'est la recherche que lui, il fait, et là où il pousse, il va vraiment au bord du précipice entre novateur, et ça pourrait être vraiment moche, parce que c'est tellement déséquilibré, le haut par rapport au bas de la lettre, parce que les lettres qui étaient super grosses en bas, avec petite là-haut, les choses comme ça, ça, c'est les équilibres à la Bando, quoi. Mais les lettres aussi. Mais il y a des choses, des choses qui sont juste instinctives, oui. Ou sinon, des graffitis avec des lettres qui ne sont pas des lettres, quoi. En fait, c'était juste des formes, mais ça devient tellement abstrait que c'est juste des formes qui pourraient être des lettres, mais il aimait juste les courbes et les équilibres et les dynamismes. Lui, Bando, il disait donc Dondi pour les lettrages et Futura pour les couleurs. Parce que c'est vrai qu'on associe à un moment beaucoup Bando au chrome, mais il y avait aussi tous les graphes que vous avez fait en couleur, et lui dit que son inspiration pour les couleurs, c'était plutôt les Futura. Ouais. Toi, c'était qui tes inspirations, tes références? Je crois que c'est un mélange de tout, en fait, mais moi j'aimais bien juste le petit panel de T-Kid qu'il y a avec les highlights bien à l'intérieur qui sont dans Subway Art. Le Sonic Bad aussi, j'aimais bien. Peanut 2, j'aimais bien aussi. Le Case 2 LK qu'il y a dans ça reste... j'en parlais encore sur Instagram l'autre jour. Juste dommage pour ce gars qui n'a pas été né dans un autre quartier, quoi. Nous étions vraiment bloqués par rapport à ce qu'il y avait dans Subway Art. Donc on piochait là-dedans. Et j'étais moins Scene, mais comment ça? Disons que je vois Scene plus proche de l'école Rick Griffin, Mars Kelly, les peintres des pochettes de rock, Grateful Dead, tout ça, fin des années 60, début des années 70, ou du Roger Dean qui faisait les pochettes de Yes, Topographic Oceans, tout ça, Rodney Matthews aussi. Tout ça, ça m'intéressait aussi, quoi. Mais parce que j'étais dans l'heroic fantasy. Tu citais aussi Liberator. Ouais. Des fois, on a pu faire un parallèle des fois entre un peu son style et tes personnages. Est-ce que c'est un truc que tu revendiques, que tu assumes ou pas vraiment, ou... Moi, j'assume tout. Moi. Je ne sais pas. Nous sommes le hip-hop est une culture du sample, on voit les choses, et c'est qui ramène des choses de l'intérieur pour enrichir notre soupe commune, quoi. Au lieu que les autres après vont copier ce style-là, ils devraient aussi aller chercher par rapport à où ils ont grandi, dans quel milieu ils ont grandi, à quoi ils ont été exposés en tant que gamins. Donc chacun ramène du sien et met en avant ses inspirations. Justement, après, il y a une autre épopée aussi qui naît un peu après. C'est l'épopée NTM qui était liée un peu aux autres groupes de taggers et tout ça. Mais après, il y a l'arrivée des 93 MC, dans lequel toi aussi, tu as un rôle un peu de transmission, pas dire de grand frère, mais un peu, il y avait quelque chose un peu comme ça. Il y avait aussi Salah Kemisi à la MJC de Stanley qui voulait faire des ateliers graffiti. C'est pas je ne sais pas si, parce qu'à la même époque, il y avait Georges Lapassade et Jackie Lafortune qui faisaient leur truc à Paris 8, mais je suis conscient que cette culture, elle est anti-institutionnelle, donc, et anti-académique. Et je suis plutôt dans le truc d'apprentissage que les crews de New York avaient eux-mêmes leur forme. Mais quand je parlais justement des 93, c'est pas... même si la MJC de Saint-Denis, c'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose, mais là, c'était vraiment plus un truc de crew, quoi. Oui, mais... la MJC mettait une salle à disposition où c'est là où je montrais aux gars par rapport à ton tag, mais tu mets une ligne de chaque côté, tu l'épaissis et tu commences et à la base pour avoir un truc pour remplir en ce qu'ils appelaient électrique. Mais quand je parlais des 93 MC, même si eux ils ont appris sur le style, sur la façon de faire et tout ça, eux ils ont aussi ramené une énergie, une dynamique
peut-être qui ils étaient beaucoup plus jeunes. Ils étaient beaucoup plus jeunes, beaucoup plus. C'est générationnel et ça se renouvelle à chaque fois. Mais après, c'est comment essayer de canaliser ça d'un côté, mais aussi de leur offrir. Moi, j'essaye de transmettre cette culture-là d'une manière aussi ouverte que celle dans laquelle moi je l'ai reçue. Et c'est pas. On a remarqué par exemple à partir du moment où les labels de musique de New York se rendent compte que il y a des petits noirs de Linden Boulevard qui vont sampler genre Lou Reed pour Can I Kick It, ils se disent genre là on a une possibilité de crossover. On n'a pas juste l'énigme Def Jam qui est Rick Rubin quoi, et parce que je me rappelle quand je faisais la tournée avec Smiley Culture et Asha Senator et je peignais avec Colt en octobre 86 quand Walk This Way c'est sorti, genre la fusion rock rap quoi. Mais t'entendais ça, mais partout quoi, genre partout quoi, moi j'ai essayé de garder ce côté un peu laboratoire, un peu pas académique quoi, genre parce que c'est par nature elle n'est pas comme ça, donc c'est à New York, genre les gars ils disent ouais, tu me voles des bombes, tu me ramènes ci, tu me ramènes ça et je te montre les contours et donc j'ai fait les contours, donc là tu vas remplir machin et l'apprentissage c'était comme ça et je te file des lettres et c'est à toi s'il y a un autre crew qui vient pomper les lettres de notre crew, genre il faut que tu ailles les défoncer, les choses comme ça et c'est pour ça pourquoi à New York ça a évolué de la manière que ça a évolué parce que l'originalité, c'était le truc le plus important, quoi. Et à pomper, c'était juste la honte. Mais il y a eu un moment ici où, surtout après qu'on a commencé à savoir qu'il y a d'autres villes, pomper, c'est donc avec les fanzines qui arrivent, tout ça, genre pomper, c'était un peu normal, quoi. Mais donc il n'y a plus les gens qui se prenaient des claques ou qui se voyaient comme au terrain. Et c'était la honte parce que tout le monde, l'autre il a pompé machin et genre tu baissais la tête, genre c'était ça quoi. Tu parlais de l'institutionnel, mais à un moment quand, par exemple, beaucoup de graffeurs ont commencé à aller en galerie, faire des toiles, est-ce que toi la toile c'est quelque chose qui te parlait pas ou que il a fallu que tu apprivoises ou que tu t'es dit peut-être qu'effectivement je peux aussi faire quelque chose dans ce sens-là. Quelle est la part entre gagner sa vie et vraiment rester dans tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je crois, parce qu'à un moment aussi, les gens étaient en galerie pour manger, c'est une réalité, parce que le marché de l'art s'est inspiré de ça. Et même au-delà aussi, par exemple, quand tu as fait des séries de pochettes de disques, ou même quand tu as fait des couvertures, c'était des fanzines, mais je pense que c'est plus pour la culture que pour l'argent. Get Busy, le Zulu Letter, c'est le magazine de skate où il y avait Thibaut No Way, qui ont été tous les trois des couvertures un peu cultes. Moi, c'est la culture. Ça, là, c'était pour la culture. Moi, c'est la culture qui m'intéresse. Je me rends compte. Mais par exemple, quand tu fais la série de pochettes que tu as fait, la pochette de disque, je me souviens plus. Ça y est, un Tobacco, non. Non, pas il y a un truc où tu avais fait toute une série complète. Kind of. Peut-être, je sais plus. Avec mon pote Christophe, au gros. Tu sais qu'il y a quand même une démarche commerciale, parce que c'est des disques qui vont être vendus et tout ça. Comment tu appréhendes tout ça, en fait, quoi? Le moment où aussi tu dois gagner ta vie, facturer ça, donner un prix à ça. Mon pote Christophe, qui bossait à la Fnac Opéra à l'époque, après il connaissait Edmond Diracor chez Sony, qui s'occupait de la section jazz, et on savait que ce n'était pas des musiques genre top 50 quoi. Donc c'est aussi quelque part. Comment ça? Apparemment, les éditeurs de livres utilisent leurs best-sellers pour pouvoir publier, ou après, genre ceux qu'ils aiment bien faire. Par rapport aux toiles, nous, il y avait un show qui s'appelait Freestyle 85 en décembre 85 à Londres, où nous avions fait des toiles et tout. Et c'est pas l'été de cette année-là, on avait vu Style Wars à Riverside Studios et vers Hammersmith. Et
Et cette scène vers la fin de Star Wars où il y a les galeries, tout ça, genre on s'y croyait trop, machin. Donc, fin 85, on a des toiles, des machins, et des trucs sur bois, et je m'y crois à fond. Et après, je vois, en fait, c'est juste du vent, quoi. Genre, et donc, en fait, moi, genre, à part les 2-3 fausses toiles, les 2-3 toiles que j'avais fait sur le Lyonnais, où Rachita avait fait c'est son téléfilm préféré. Il peut sortir des répliques complètes. C'est fantastique, le Lyonnais. Je n'ai plus ou moins rien fait jusqu'en 1995, quand il y a Emmanuel de Burtel qui m'appelle pour me dire ouais, genre ils ont perdu l'artiste qui était censé faire le truc pour les Rolling Stones pour Voodoo Lounge. Est-ce que tu pourrais organiser genre qu'il y ait quelques artistes pour faire des toiles pour la loge VIP Virgin au Jardin de Bagatelle, ou je sais pas où c'était le concert. Mais donc c'est là où je m'y mets. Mais il y avait une certaine époque où moi je voyais entre les genre tous ceux à Paris qui faisaient des toiles, j'avais l'impression que c'était un peu comme le truc de New York à l'époque, mais pas pareil. Mais il y avait des gars comme José Pinheiro Carlos, je me rappelle, qui avait fait une expo qui s'appelait Dark and Wild, lui qui s'y accrochait vachement, quoi, tu vois, genre... Parce que moi, en tant que spectateur lambda, mais qui connaît un peu la culture, mais moi j'ai toujours eu du mal avec les toiles. J'ai jamais... Quand on dit c'est une exposition d'un graffiti artiste, je retrouvais rarement le graffiti dans les toiles, quoi. Pour moi, c'était de la peinture. Alors, c'est peut-être très bien aussi, mais je me retrouvais pas... j'avais pas l'impression de voir une expo de graffiti, quoi, d'un graffiti artiste, quoi, tu vois. C'est deux choses différentes où nous parlons à des publics différents, où peut-être nous essayons de ramener notre public de rue à réfléchir à autre chose que juste ce que nous faisons dans la rue. Il y a toujours comme ça un va-et-vient entre ce qu'on a appris sur les murs ou de temps en temps sur un métro ou un train de banlieue et sur papier et sur toile, quoi. Moi, je n'ai pas eu d'atelier jusqu'en 2010 ou un truc comme ça, ou 2011. Genre, toutes mes expos jusqu'à ce moment-là, je faisais ça, genre, bim, 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 à la va-vite, et je me mettais même dans un cas de figure où il faut faire vite pour essayer de rester quelque part assez proche des pressions de peindre à l'extérieur. Chacun suit un peu son truc, mais moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait à cette époque-là, mais ou après, je m'y suis mis. Mais je sais que il y a des choses érotiques que je pourrais faire sur toile, mais qui seraient dans un truc à côté que je ne ferais jamais dans la rue. Il y a plein de choses où on se dit, ça, je n'ai pas envie de mettre ça dans la rue où il y a des enfants et des machins qui passent. J'ai un peu un minimum de conscience à ce niveau-là, quoi. Tu parlais des trains, des métros, tout ça. Je voudrais revenir un petit peu à les crews dans lesquels tu as été, donc CTK, NTM, etc., qui sont vraiment connus pour être des ravageurs de métro, de murs, de dépôts de train, etc. Et bizarrement, je trouve que ton nom est jamais trop associé à ça, même si tu as été avec ces noms-là. Quand on dit Mode2, il y a presque un truc, évidemment, graffiti, mais un peu plus noble. Parce que, effectivement, quand on pense souvent à toi, on pense aux murs extérieurs de Stalingrad, souvent. C'est les plus connus. On pense, je parle de l'extérieur, dans la rue, le Public Enemy à rue Montmartre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce côté-là assemblé par terre. Je ne sais pas si c'était toi, les chiens à Porte de la Chapelle. Les chiens avec boxeur, là. Bref. Mais c'est vrai qu'on... les chiens, c'est genre boxeur, c'est au remplissage. C'est à bandeau les lettres, quoi. Là, on est en début 88, là, je crois. Mais c'est vrai, comme il dit, on n'a pas tout ce côté-là vandal de Le truc, c'est qu'il y a Spray Canard qui sort en 87, et moi, je vois les gens qui changent autour de moi. Parce que... Et il y a un problème ici, mais je crois que c'est un problème général avec la culture. Il y a un peu genre les 4 péchés capitaux de cette culture. C'est les histoires de cul, les histoires de drogue, les histoires d'argent et les histoires de jalousie ou de « à sa place, j'aurais fait ci, à sa place, t'es pas à ma place ». Et j'ai remarqué, moi, que les gens, parmi certains, leur attitude avait changé en 87 par rapport
au moment où Spray Canard sort, parce que les gens pensent que peut-être que j'ai pris le melon, mais je suis la même personne que la semaine dernière. Moi. Genre, il y a un livre qui est sorti, mais j'étais conscient qu'il allait sortir depuis le printemps de 87, quand Charles Font m'appelait chez Buffin pour me dire que Thames & Hudson, l'éditeur, vous voulez ça. Mais le problème, c'est avec la célébrité, vient le truc de... tu bouges avec des gars, et après, tu apprends qu'il y en a un qui montrait des photos de ça, dans son école, parce qu'il voulait impressionner les grands qui peignaient dans son école. Il y a des choses comme ça, quoi, où tu bouges avec des gars, et il y a un gars que tu n'aimes pas du tout, que tu vois en soirée, il dit donc t'as fait ça. Et là tu dis putain merde, est-ce qu'on ferait pas pareil si c'était un braquage de banque, quoi? Non. Donc pourquoi est-ce que ça intéresse les gens d'aller dire qu'ils sont partis peindre avec mode? Et c'était devenu relou à ce niveau-là, parce que on n'était pas assez jeunes, comme dit, il y a toujours la relève qui sont plus adaptés, qui ont plus de temps, à les pister, à les repérer pour voir comment ça se passe un endroit, les trucs de nettoyage ou les vigiles, tout ça. Donc on compte sur eux, mais à un moment, si ça va être pour aller raconter que je suis parti peindre avec mode tout, c'était vraiment dur à vivre. Tu parles justement des expéditions, des expéditions justement dans une précédente émission avec Bando. Ils nous avaient raconté je crois que c'était à Munich, il me semble. C'était eux. Moi, j'y étais pas là. D'accord, je croyais que tu étais avec eux. Moi, je suis arrivé Bando nous expliquait qu'il avait fini dans l'arbre, etc. Tu vois la petite blague qu'on s'est fait au début sur les 156, c'est exactement ça. Tout le monde a parlé 5 minutes avec John Wall et après va poser 156, quoi. Tu pouvais te faire un savaté dans un parc à Amsterdam et dire je suis désolé, gars. Je savais pas que tu étais dans le même crew que nous. C'est pas un crew TCA à Londres, on se voyait tous les week-ends. Tous les week-ends systématiquement, dans le sous-sol d'un fast-food, donc je ne dirai pas le nom, et on montrait nos books et tout ce qui aurait pu être mauvaise ambiance, toutes les petites difficultés, tous les trucs, ça se réglait à ce moment-là, quoi. Et tout était sur table. Et là, c'est peut-être là où avec NTM, quand c'est devenu... NTM, c'est déjà la fusion de DRC et TCG. Et quand c'est devenu ça avec les 93 MC, donc ça devient 93 NTM, et c'est beaucoup de monde à gérer, quoi. Et en fait, des gens qui n'ont pas tant que ça à voir ensemble les uns les autres. Justement, il faut, dynamisme de groupe, il faut gérer. Moi, le truc, c'est que en 89, quand il y avait le bicentenaire de la Révolution, et Jacques Lang a voulu récupérer cette culture pour l'utiliser comme moteur pour promouvoir liberté, égalité, fraternité, toutes ces conneries, quoi. J'étais pas pris en photo avec les IZB avec lui dans VSD. Bref, pas mon truc du tout. Mais j'avais commencé à faire des fresques par-ci et par-là et aussi des ateliers déjà en 89. Et j'ai fait des ateliers un peu partout en France, face à des pauvres gars qui gèrent des MJC, à qui on a dit qu'il faut utiliser le hip-hop pour promouvoir les valeurs de la République. Quand ces gars-là, ou ces nanas, c'est des genres de 68 ans ou des deux qui ne connaissent rien de cette culture-là et qui sont obligés par le ministre de la Culture il faut faire du hip-hop même maintenant, mais ils ne connaissent rien. Donc il y a plein de choses. Alors qu'il aurait fallu faire du soutien scolaire. Par exemple, c'est pas mais il y a des choses où moi j'étais en train de me taper toutes ces choses-là et après on apprend qu'il y a des grosses conférences interdépartementales sur les UP, les ZEP, les ZAC, tout ça là, où parlent tous ces gens, tous ces experts, tous ces consultants, tous ces trucs payés par le contribuable, mais qui connaissent rien à ce qu'ils racontent quand il s'agit d'essayer d'utiliser d'instrumentaliser cette culture comme un pansement social. J'appelle ça de l'élastoplast social, parce que les mots qu'on nous amène à essayer de gérer ou à pallier, les trucs socio-économiques sont beaucoup plus profonds que ça. Ce n'est pas avec un atelier d'été qu'on va tout régler pour les gars qui ne partent pas
genre en vacances, ils vont foutre la merde dans la cité. Mais justement, quand tu vois un peu la transition à cause de cette mainmise de ces gens-là sur la culture, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le hip-hop c'est les cultures urbaines, que le graffiti c'est le street art. Ils ont toujours besoin de même changer les noms des choses pour leur donner une constance à eux-mêmes en fait. Tout comme ils vont décorréler le tag du graphe en disant le tag j'aime pas trop, le graphe c'est beau par contre, alors que ça va ensemble. Je reviens à cet édito de Drucker dans Figaro Madame, je me rappelle, je crois que c'était janvier 89. T'as des lectures bizarres, mode. Où ça parlait des CKC. Mais genre, le mec, il se lâchait, il salisse pour salir, il détruise pour détruire, machin. Genre, il y avait tellement de gamins qui faisaient ça, et quelques gamines, genre en France, à cette époque-là, même au sein de familles, et que les parents avaient perdu ce lien avec leur propre gosse. Tout le monde se disait « Ah, stop », mais personne ne se demandait pourquoi. Tu vois, genre, et ça, ce truc-là, je crois que je le dis dans un reportage, je ne sais pas si c'est envoyé spécial, genre, donc, on est 30 ans plus tard, et c'est toujours encore les mêmes soupes de recettes de gens qui ont, certes, ils ont fait les études de ci, de ça, mais nous vivons encore à l'époque des hommes d'esprit, quoi, où si tu n'as pas fait telle ou telle école, ou si tu n'es pas de tel ou tel background, quoi, genre origine, ta parole, elle n'a pas de légitimité, et on est encore vu comme des genres d'attardés ou des gens qui n'ont pas évolué, ou une culture, un culte de jeunesse, genre mais t'inquiète pas, ils vont s'en sortir. Ils ont besoin d'être gérés. Genre, moi, ces choses-là en France, c'est après tout ce qu'on fait pour vous, arrêtez de faire pour et impliquer les jeunes et faites avec eux, quoi. Genre, une fois, j'avais une chorégraphe de danse contemporaine qui avait donc théâtre subventionné et tout ça. Qui, dans un de ses derniers spectacles, avait pris que des danseurs hip-hop, pratiquement. Et elle disait que la danse hip-hop n'avait rien inventé, genre c'était bof, quoi, tu vois, alors qu'elle a vendu, elle a gratté toutes les subventions sur le dos de ça, mais celle, il fallait passer par son filtre, parce que quelqu'un du hip-hop n'aurait pu les avoir, parce que c'est les réseaux institutionnels habituels et tout ça. Et il y avait en plus à la fois une condescendance, un opportunisme, et comment ça s'appelle, comment on appelle ça, une ingratitude en vérité avec les gens qu'elle était en train d'utiliser en plus, quoi, tu vois. Moi, depuis longtemps, j'ai considéré cette culture comme le continent africain, juste avant les conférences de Berlin qui commencent en 1885, où les puissances européennes vont découper le continent comme un gâteau, qui va prendre quoi, avec des lignes droites ou suivre le cours de certains fleuves. Et j'aurais coupé certaines tribus et peuples qui vont se retrouver de deux côtés, genre d'une frontière gérée par deux puissances différentes, ou plus tard qui vont se retrouver comme les Kurdes qui n'ont même pas de pays, quoi. C'est politiquement et financièrement, donc ça, ce sont les plans qui payent bien, mais c'est pas genre Guerlain, je n'aurais pas fait, quoi, par exemple. Mais on est colonisé, et il y a les facilitateurs quelque part de chez nous qui contribuent à cette colonisation, qui ne se rendent pas compte que essayez de vous rappeler un moment d'où ça vient, genre passage de Genèse. Exactement, mais c'est marrant parce que quand tu parlais tout à l'heure de nos amis La Passade et Jackie Lafortune, et moi j'y étais à ce moment-là à la fac, et je m'étais pris la tête avec Jackie Lafortune parce que lui il disait qu'en gros, toi, Motu, tu représentais le graffiti dépassé, archaïque, et il nous expliquait qu'André, c'était l'avenir, l'avant-garde, et c'était beaucoup plus ambitieux comme peinture. Et moi, je me foutais toujours de sa gueule. C'est pour ça. Un jour, il m'a chopé, il était toujours contre moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, bref. Et quand tu regardes le reportage qui a été fait sur Paris 8, je suis désolé de le dire, il y a un parti pris, et tous les gens qui font l'éloge de La Passade et ça, c'est tous les gens qui ont été mangés, qui ont demandé des passe-droits, des avantages, des choses comme ça. Et en fait, ils étaient tous redevables auprès du vieux pour des petits passe-droits et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont tous fait l'éloge de ce mec-là qui n'était... Là, tu parles du documentaire de Pascal Tessot. Ouais. Celui où tu dis justement, après La Passade. Moi, je dis tout le contraire. Exactement, et moi aussi. Voilà, anti-académique, par définition, la jeunesse de cette culture. Et c'est... Non, mais quand tu parlais des facilitateurs... Oui. Ils sont tous là-dedans. Mais le nombre de fois où en France, vous faites quoi là? On attend les subventions. Vous allez attendre alors. Donc vous êtes là à quémander. Non, c'est une culture où, c'est pas, si nous regardons, il y a un documentaire qui s'appelle Decade of Fire sur le Bronx quand ça cramait dans les années 70.
il y a des familles qui avaient nulle part où aller, quoi. Et qui même, après qu'il y ait eu les gangs, la drogue, tout ça, toute cette violence, on dit, ouais, on n'a nulle part où aller, et avec le rien qu'il y a, mais on va commencer sur les cendres, à partir des cendres, nous allons rebâtir. Il y a une phrase de Peter Tosh qui dit, dans le ghetto, on a appris à être assez créatif avec les mathématiques, on a appris 0 et 0, et on en a fait 1. Ces genres de mentalité d'une pensée autonome, ça, ce sont les choses que, une fois de plus, la colonisation à travers le monde politique et le monde financier, c'est un truc qui pollue quelque part l'esprit, quoi. Et qui nous fait penser, ouais, mais ça a toujours été comme ça. Tiens, fais ce plan-là, tu vas voir, ça va te permettre de. Non, c'est comment toutes les cultures deviennent conformes. Moi, je kiffais grave le punk. Mais il y a un moment, le premier DVD que j'ai acheté, c'était The Filth and the Fury de Julian Temple, qui avait fait The Great Rock and Roll Swindle aussi. Et il y a un moment, il y a un des anciens membres des Sex Pistols qui dit, écoute, nous, à l'époque, quand on chantait No Future, ça voulait dire que l'État n'a aucun avenir prévu pour vous, quoi. Vous n'avez aucun avenir. Et c'était une revendication de cette manière-là. Mais quand tu te retrouves, 10 ans après, et il y a des gars avec des blousons Punk's Not Dead et No Future sur le dos qui sont... pour eux, No Future, c'est juste... ouais, il n'y a rien, quoi. Et juste de mener une vie un peu parasitique, quelque part, quoi. Et c'est la même chose avec... si nous prenions les textes même de Bob Marley, sans du tout connaître Bob Marley, et juste prendre les textes de Redemption Song, les chansons comme ça, et on dit, là, c'est de la poésie de rébellion. Mais quand tu ajoutes tout le truc de Bob Marley, du reggae, du machin, donc la rébellion, c'est ouais, Bob, ouais, Bob, ouais, Bob. Tu vois, nous-mêmes, on s'affaisse, ça devient un accessoire, ça devient un truc qu'on porte, mais c'est vidé de son sens, quoi. À l'époque du film Malcolm X, je croisais des gamines, elles étaient dans le bus, elles disaient, faut que je m'achète des sapes Malcolm X. Mais par rapport, quand tu parlais au documentaire sur le Bronx qui brûlait et tout ça, je sais pas si tu as vu le documentaire qui s'appelle 1977, A Good Year in Hell. Non. Faut que tu le vois, ça, c'est fantastique. Ça t'explique comment 77, c'est l'année catastrophique à New York. C'est l'année du blackout, c'est l'année de Summer of Sam. Le truc, la ville est en faillite, elle ferme de l'éclairage public, des casernes de pompiers. Et en même temps, c'est l'avènement du punk avec le CBGB à truc. C'est l'apogée, mais sur la fin du Studio 54. Et c'est un peu la naissance de la culture hip-hop. Et en gros, t'expliques quand la ville est au fond du trou, elle n'a jamais été aussi créative. Et ça rejoint ce que tu dis. Et avec l'arrivée de Reagan et de Bush, ancien chef de la CIA, il y a une répétition de comment l'héroïne était devenue détruire toutes les générations de fin des années 60 de combats pour réseau parallèle, réseau autonome, réseau associatif de cette époque-là, tout ce que montaient les Black Panthers, tout ça, quoi, genre les Breakfast Club pour les gamins, les trucs pour faire les devoirs, tout ça. Et on passe de The Revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. À I'm Your Pusher de Curtis Mayfield. I'm your pusher man. I'm your pusher man. Two bags, please. Et l'héroïne, ça vient dans les body bags de Air America, du triangle d'or de l'Asie du Sud-Est. Et on retrouve la même chose en 81-82 avec Oliver North, Iran-Contra Affair et le crack et Freeway Ricky Ross qui a suivi un cours de comment
faire un truc encore plus nocif que Freebase, quoi, et avec encore plus de drogue, avec moins de cocaïne. Et donc, c'est bizarre comment à chaque fois qu'il y a une renaissance de quelque chose de vraiment bien dans les villes, genre il y a un truc qui vient et qui décapite le tout, mais c'est arrosé à l'époque c'était les pimps, c'est les machins, genre là c'est arrosé de Ronald Reagan et comment ça, l'argent porté comme une fin et un dieu en soi, trickle down economy, tous ces mensonges là, et en fait nous vivons encore avec ça, quoi, et les années 80 c'était tellement la décennie de moi, et où on a énormément oublié tous les mécanismes et tous les réflexes et tous les instincts associatifs, comment ça, solidarité communautaire, les choses comme ça, mais ouvert au monde, pas communautaire au sens... De toute manière, tous les mots qu'on utilise, il y a des think tanks, des focus groups, des meetings éditoriaux, tout ça, ou éditoriaux, qui vont reprendre ces phrases comme le mot woke ou des choses comme ça, et qui vont la transformer, instrumentaliser et retourner envers ceux qui essayent de proposer autre chose que le statu quo que nous avons, quoi. Mais il y a le monde diplomatique qui vient de ressortir le nouveau truc de la presse média à qui appartient quoi, là, donc là on voit qui contrôle la parole officielle, quoi, et dans les intérêts de qui. Mais après les gens ils savent pas, quoi, ils plongent dans ouais mais ça a toujours été comme ça, machin, c'est le même truc de on attend des subventions, on attend, c'est pas, je suis désolé, je ne viens pas de cette trempe-là, quoi. C'est même pas une trempe, c'est un affaissement, c'était du défaitisme. Si nous avons pu réinventer la danse, la parole écrite et parlée, la musique, la percussion au niveau des platines, l'art visuel au niveau et comment communiquer entre nous à travers les lettres, et plein de phases différentes et de dynamisme et de subtilité même dans nos tags. Pourquoi est-ce qu'on ne réinvente pas l'économie, la politique, tout ça, quoi, et commencer à éduquer nous-mêmes entre nous, mais d'une manière très mixte et ouverte, quoi, parce que je suis pas ghetto non plus, quoi, tu vois, donc. Comme disaient certains, l'argent pourrit les gens. J'en ai le sentiment. Non, mais en tout cas, tout ce que tu viens de dire là, c'est toujours des choses qu'on retrouve dans ce que tu fais maintenant, même quand c'est toujours fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours du fond dans ce que tu fais. Il y a toujours, on va peut-être pas dire un message, mais tu vois, il y a du sens. Voilà, il y a toujours quelque chose comme ça. J'ai du mal à faire du. Moi, j'aime bien aussi les moments où c'est juste du pur kiff, quoi. Où c'est sans. Parce que c'est comme les gamins, quoi. Il y a des moments où ça rigole pour rigoler, quoi. J'aime ça aussi, quoi. Mais en passant de l'érotisme qui est parallèle par rapport à la pornographie que nos gamins auraient accès à ça à travers leur smartphone, il n'y a personne pour dire aux gamins que non, ça c'est faux, ça ce n'est pas la réalité. Les filles et les garçons, ce n'est pas ça votre truc, quoi. Donc à travers l'érotisme, j'ai des phases d'un truc environnementaux, des choses comme ça. T'estimes que tu réagis comme ça par phase, tu vas te dire que c'est vrai que non, c'est tout en même temps, parce qu'on est squeezé de partout, quoi. Parce que tout est vu comme un truc comme une il y a une commodification de tout, quoi. Tout doit avoir une valeur argent quelque part, et tous les plans que tu fais doivent être pour de la thune. J'ai fait une pochette pour mes potes Son of Noise à Londres, là, je n'ai même pas encore vu la pochette. J'ai fait ça tout gratos pour eux, quoi, parce que j'essaie de gagner ma vie ailleurs pour pouvoir faire des trucs. T'as eu cette période d'ailleurs, t'avais fait Science Supacrew, t'avais fait la pochette du Monde de demain, t'avais aussi fait la pochette de Rap Attitude. Ça, c'était 90, 89, 90, 91, là encore ça allait, quoi. Mais ou après, le rap français, pour moi, je n'aime pas le terme n'est déjà. Rap Attitude, on la voit. Parce que c'est un terme réducteur qui n'est pas représentatif de ses composants et qui ne reflète pas
cette succession de collisions entre différentes formes d'expression depuis la fin des années 60, avec le writing qui a été la base de tout ça. Après, il y a eu la danse, les musiques, tout ça. Genre, pour moi, je considère que nous sommes chacun des petites usines qui absorbons le négatif autour de nous et transformons ça genre en positif. Si on est juste là pour refléter, ouais, chez moi c'est de la merde, je vais t'expliquer machin, genre moi ça ne m'intéresse pas. Genre on sait que c'est de la merde partout, mais qu'est-ce que tu en fais hein? Le truc c'est que si t'habites dans un coin qui a été abandonné par l'État, ce n'est pas l'État qui va venir dégager les nuages pour que le soleil brille sur chez toi. Comment ça, moi, genre, ma cité va briller, genre, cette initiative qui a eu un moment là où les gamins genre, ont nettoyé, machin, genre ça ne coûte rien, mais ça donnait, mais il n'y a pas eu plus de réponse de la part de l'État quand ça voit que là, ils font ça eux-mêmes pour eux-mêmes. Et genre, même chose qu'ils se sont dit, bah tant mieux, comme ça, nous on n'a rien à faire, quoi, tu vois. Mais ils n'ont toujours rien à faire, sauf tirer plus de thunes, nos salaires stagnent depuis les années 80 et on a été mis à la carte de crédit, donc on a vendu les semaines, les mois, les années de boulot. Donc nous sommes des indentured laborers, comme les Irlandais qui allaient bosser ou les Dalits qui allaient couper la canne à sucre parce que les anciens esclaves voulaient être payés. Donc les Britanniques les ont... Quelle drôle d'idée. Comment ça, abolition de l'esclavage, vous nous payez maintenant les Britanniques. Ah ouais? Attendez, il y en a d'autres qui vont faire ça pour... c'est pas... Genre on crache sur les immigrés, sur les machins, mais c'est pas... Genre il n'y a personne qui a envie de faire les boulots que font ces gens-là, parce que c'est tellement mal payé. Par contre, les dividendes... Mal payé, mal considéré. Les dividendes, ouais, comme ceux qui nettoient l'Assemblée nationale, comme disait Ruffin, quoi. Mais c'est pas quoi, genre... on ne touche pas, on ne gagne pas assez pour vivre décemment, mais les actionnaires et les CEOs perçoivent des sommes de plus en plus incroyables. De 2008, il y a le crash et c'est le contribuable qui sauve les banques. Tenez, on vous donne de l'austérité, on va vous couper encore des trucs pour vos services rendus, comme ça va être pour... toutes les merdes qu'ils ont achetées, là, les masques, les ci, les ça, bref. Magnifique message d'espoir. Exactement. Alors malheureusement... Non, mais genre, c'est pas... fallait voter alors, c'est regardons qui sont les gens les facilitateurs et les faux semblants qui font passer ces choses-là, et c'est pas, quoi. C'est pas pour vous dire, ouais, clairement, moi, je vais essayer d'aller acheter le programme de l'avenir en commun, parce que moi je regarde un peu ce qui se passe, quoi. C'est entre Corbyn en Angleterre qui se fait traiter d'antisémite, Mélenchon à chaque fois c'est Corée, Cuba, Venezuela, ou Bernie Sanders, socialiste, communisme, machin. Genre on voit à chaque fois, et quand on regarde la toile de médias autour, on n'a qu'à regarder qui se font descendre tout le temps, et on s'est dit ça doit être eux la menace par rapport à ce statu quo, quoi. Genre, donc, et les gens qui sont pour l'ambiance, ouais, ça c'est à quoi d'aller voter? Ça, c'est votre tête qui a été colonisée par les mêmes gens qui ne veulent pas que vous allez voter, quoi. Comme ça, il y en aura plus des autres enculés qui vont aller voter à votre place contre vous, quoi. Genre, donc, c'est votre choix, hein. Genre, la carte d'électeur, elle est encore là pour vous, quoi. Donc, bref. Tu voulais me montrer un livre? Oui, parce que là, on arrive à la fin, malheureusement. Ouais, désolé. Donc, non, on ne va pas être désolé, mais on a le temps qu'on a. Exactement. Donc, sur toi, ma petite usine que je vais te présenter, justement, tu parlais des années Reagan. Et en pleine les années Reagan, il y a Sophie Bramley, que tu connais, qui était à New York sur place et qui a photographié un peu le début du hip-hop, en tout cas celui du début des années 80. Donc, qui sort ce livre aux éditions Soul Jazz Books, et c'est vraiment un très beau livre. Alors, c'est toutes les photos vraiment du Bronx, et on a un peu tous les pionniers de Bambaataa, Faf Freddy. Donc on n'aura pas la photo de Futura en train de faire des pas de break sur la place rouge, à Moscou, qui était dans The Face Magazine. Je ne sais pas si là, mais là il y a Grand Mixer GST. Bon, il y a tout le monde. Hein, c'est comme ça que j'ai découvert la photographie de Sophie Bramley à travers cet article dans The Face. Voilà. En fait. Alors là, tiens, bizarrement, Bernard Zécry, tout jeune.
qu'on voit. Donc il y a tout le monde, il y a Fable, il y a les Rocksteady, il y a le Grandmaster Flash, parce qu'elle avait photographié le concert d'adieu de Grandmaster Flash au... Je ne sais plus quelle boîte. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent toujours regarder l'épisode de Get Busy avec Sophie Bramley. Moi, je vais dire à Sophie Bramley, j'espère que ça va faire un réajustement de la perception que nous avons de cette culture-là, mais il faut que ça vienne de nous et pas tous les arrivés sur les Galicia, les Arnaud Oliveux de Art Curial, tous ces gens qui se sont greffés dessus pour en profiter. Quoi, Alors, on voit par exemple les débuts de Run DMC. Donc il y a plein de choses comme ça. Et aussi des images d'ambiance du Bronx, de ce qu'était le Bronx à cette époque. Donc c'est un vrai témoignage. Alors certaines photos, pour les plus anciens, on les avait déjà vues dans le petit bouquin hip-hop de Sydney qui était sorti, où à l'époque il y avait aussi des photos. Donc à la fin il y a une partie française aussi où il y a beaucoup les PCB. Et Solo, j'aime pas trop. Voilà, c'est Solo. Tout le temps on en entend parler, ça va. Et pourtant qu'il nous aime tellement, lui. Tu vois. Non, je l'ai vu hier avec Nicolas des PCB. Il a eu de la chance que j'étais pas. Donc voilà. Donc en tout cas c'est vraiment un vrai témoignage de cette époque-là, du début des années 80. Et puis Sophie Bramley avec d'autres, c'est des gens qui ont fait un peu le pont entre la France et les États-Unis à l'époque. Et c'est vraiment un bouquin que je vous conseille, qui est vraiment super. Alors la préface est de Bill Adler. Donc Bill Adler, c'était le publiciste de Def Jam. Donc voilà, donc c'est vraiment un bouquin que je vous recommande chaudement. Puisqu'il y a mode, on va rester dans le graffiti avec Tu ne trahiras point de Karim Madani. Alors Tu ne trahiras point, en fait, ça parle de faits réels qui est le procès des graffeurs de Versailles, où beaucoup se sont retrouvés devant la justice suite à des délations d'entre eux. C'est vu par le prisme de l'histoire de Comer, qui est un graffeur qui en a fait plus d'une, et on l'avait reçu à Get Busy sur un format précédent que celui-ci. Alors le bouquin est bien. Par contre, Comer, lui, a sorti un livre qui s'appelle Marqué à vie, et en fait, ce bouquin, Tu ne trahiras point, reprend une partie de Marqué à vie. Donc ce que je conseille, c'est un très bon bouquin, parce qu'il y a un petit style un peu plus romancé, un petit peu plus percutant, de commencer par là, et puis ensuite, après, d'aller acheter Marqué à vie de Comer. Mode, ça t'intéresse ? Non. J'en ai trop déjà. D'accord. Bon. Franchement, je sais pas. Je suis en train de regarder le truc de. Un petit peu de rap avec Samir Hamad qui a sorti cet album qui s'appelle FND. Alors Samir Hamad sort des albums tous les 2 ans à peu près. C'est du rap pour adultes. Vous l'entendrez pas à la radio, etc. Il n'y a pas forcément un flow qui est difficile à comprendre pour les gens qui écoutent pas de rap. C'est très accessible, c'est sur des boucles de jazz un peu sombres, un petit peu comme ça, très cinématographique. Et puis c'est surtout qu'il y a une qualité d'écriture assez intéressante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images, des choses comme ça. Parfois on écoute, on se dit au deuxième couplet, pourquoi il est en train de parler de ça ? Parce que d'image en image, il a amené sur autre chose. Voilà, un style très cinématographique, ambiance un petit peu comme ça, bout d'un road trip, fatigué, épuisé, mais quand même debout. Et puis on termine avec ce bouquin, cette initiative d'un Bordelais, une initiative 100% indé, ça s'appelle 6 Million Way to Dig, ou Comment sauver la planète avec 130 raps de disques US. Voilà, c'est Daco Croce qui a fait ça. Il a contacté 130 personnes et il leur a demandé de choisir un album de rap et de réagir dessus. Alors voilà, c'est-à-dire de faire une chronique avec l'angle qu'ils voulaient, pourquoi cet album il était bien, pourquoi ils l'aimaient, ce qu'il représentait pour eux, etc. Il y a énormément de monde, donc on a Jimmy J, on a un certain Cher, chronique de Lord Finest. On a Solo encore, on est obligé d'en parler, je suis désolé, voilà. Et puis on a des beatmakers, on a des photographes, etc., etc. Voilà, donc c'est dispo en indé, donc si vous allez taper 6 Million Way to Dig, vous tombez dessus. Et c'est une très très bonne initiative que je recommande. Mode, ça t'intéresse ou t'as toujours trop de livres et tu peux pas... Le problème là, c'est que entre Sophie Bramley et là le livre d'Agnès B, que Karim Bouboukhacha vient de sortir aussi, j'ai du mal à terminer mon monde diplomatique chaque mois. J'ai envie de te dire, on ne choisit pas ces cadeaux. Quand on nous les offre, on les prend. Et en parlant de Karim Bouboukhacha, qui était contributeur à Get Busy, et donc dans l'anthologie Get Busy, qui est toujours en vente, il y avait l'interview de Moto qu'on avait fait à l'époque dans Get Busy avec Karim, justement. Voilà. Pas Karim Bouboukhacha. Voilà, c'est pas genre. Je suis désolé. C'est juste que même sur les jams avant, je me retrouvais avec des fanzines, des trucs, des machins, et je ne peux pas tout digérer, quoi. Et entre Sophie Bramley et le livre sur Agnès B, là, des personnes qui, surtout si c'est Karim Bouboukhacha qui est en train de faire ça, c'est les. Je ne te referai pas de cadeau, j'espère que tu en es conscient. Comment ? Je ne te referai pas de cadeau, j'espère que tu en es conscient. Ce n'est pas grave. Par contre, celui-là, tu le récupères parce que c'est le tien. Merci. Et ben voilà, c'était Get Busy, saison 4, épisode 5, l'épisode Mission Krillon, avec Cher, évidemment. Bien sûr. Et puis avec Mode Tout.
bien évidemment. Tu ne me donnes pas le livre de ce... Non, je blague. Avec Maud. Il est dédicacé à mon nom. Ah, ok. Mais je pense qu'elle te le donnera sans problème. Je vais éteindre, je vous laisse les clés, je vous éteindrai la lumière, comment ça se passe. Il veut me toyer. Il est un ouf, toi. Voilà, donc de défaite en défaite jusqu'à la victoire. On se retrouve dès la prochaine fois.